Pitié, salpêtrière. En 2012, vous avez été honoré du Grand Prix scientifique de la Fondation Énergie, Grand Prix, la fondation fondée pour subventionner la recherche médicale en neurosciences. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux livres. Le dernier est paru chez Odile Jacob en 2014. Une fenêtre sur les rêves, c'est son titre. Un autre dans l'excellente collection Les petites pommes du savoir, Comment rêvons-nous, les plus anciens. Il mériterait sûrement d'être réactualisé, mais c'est déjà une bonne base pour les jeunes gens qui s'interrogent sur cette fameuse question. Deux titres parfaits pour entrer en matière, pour entrer dans le vif du sujet ce matin. Comment rêvons-nous ? Plutôt, pourquoi rêvons-nous, d'accord ? Pourquoi y a-t-il des rêves plutôt que rien, en quelque sorte ? Et puis, une fenêtre sur les rêves, quels horizons scientifiques nous ouvre l'étude de notre activité onirique ? Si vous le voulez bien, on va commencer par une question absolument basique. Qu'est-ce qu'un rêve quand on parle d'une langue neuroscientifique ? Qu'est-ce que le rêve ? Qu'est-ce que rêver ? La plupart des rêveurs savent ce que c'est qu'un rêve puisqu'ils en font. Pour se mettre d'accord, cependant, entre les scientifiques sur ce qu'on appelle un rêve, est-ce qu'on va prendre juste l'histoire complètement folle, déjantée, où on est sur une girafe sur la Lune, ou est-ce que si on a un vague souvenir de quelque chose, c'est un rêve ? Alors, ce qui a été décidé il y a une dizaine d'années, c'est que sera défini comme un rêve toute pensée, scénario, image, émotion, ressentie pendant le sommeil et rappelée au réveil. Alors quand vous dites rappeler, ça veut dire que pour qu'il y ait vraiment étude des rêves, il faut qu'il y ait des récits de rêves, qu'on vous les raconte. Il faut qu'il y ait des récits de rêves, effectivement, puisque c'est plutôt quelque chose dont on parle au passé, du rêve. Après, il y a ce qu'on appelle le rêve blanc, c'est-à-dire on sait qu'on a rêvé, mais on ne se rappelle plus à quoi. Et il existe enfin souvent d'ailleurs, des moments où on ne se rappelle pas d'avoir rêvé. Et pourtant. Alors, quand vous dites des moments où on ne se rappelle pas d'avoir rêvé, vous évoquez les rêves blancs. Est-ce qu'il y a des phases de réveil où on est plus loquace que d'autres ? On se souvient beaucoup plus de ses rêves sur le matin, essentiellement, et puis quand on nous réveille dans la phase dite de sommeil paradoxal, celle où on bouge les yeux, où on est paralysé, et où en même temps l'activité du cerveau est très élevée. Là, il y a 8 fois sur 10 un souvenir de rêve. Quand on nous réveille dans les autres phases de sommeil, qui représentent quand même 75% de notre sommeil, il y a moins, il y a 1 fois sur 2, mais il n'y a pas 0. Et ensuite, si on regarde qu'est-ce qu'on recueille dans ces autres phases non paradoxales, qu'on appelle de sommeil lent, par rapport aux phases de sommeil paradoxal, la quantité n'est pas la même, donc il y a moins souvent de souvenirs de rêve, il n'y a pas la même longueur des rêves, ils sont beaucoup plus longs quand on réveille en sommeil paradoxal qu'en sommeil non paradoxal. Et l'image, les sensations, les émotions sont plus fortes en sommeil paradoxal. Ce qui fait que pendant longtemps, on a cru que c'était réservé au sommeil paradoxal. En tout cas, on l'a beaucoup dit en grand public et on s'est vraiment trompé. Je parle de tout le monde. Alors, j'anticipe une des questions qui va sûrement nous être posée tout à l'heure, au moment des questions de nos internautes. J'anticipe une question toute simple. Pourquoi ? Alors, vous avez évoqué 2 choses là. Déjà, les récits de rêve sont plus scénarisés, plus détaillés quand ils sont recueillis après cette phase de sommeil paradoxal. Puis une seconde chose que vous avez dite, c'est que longtemps on a pensé qu'on ne rêvait que dans les temps que dans les phases de sommeil paradoxal. Mais est-ce que déjà sur le plan neuroscientifique, on peut expliquer pourquoi on est plus loquace, on est plus détaillé, on est plus metteur en scène dans les phases, quand on est réveillé après les phases de sommeil paradoxal ? On n'a pas encore de très bonne explication pour cette différence. Pendant longtemps, on a cru que c'était parce que le cerveau était plus activé, tout simplement. On sait aussi qu'en phase paradoxale, non seulement il y a des mouvements des yeux, mais il y a des ondes qui viennent du bas du cerveau et qui bombardent le cortex visuel, donc probablement générant ces images, le cortex temporal, donc probablement générant les sons. En même temps, les tympans bougent à l'intérieur de nos oreilles pendant qu'on est en sommeil paradoxal, les yeux bougent sous nos paupières, comme si on était en train de voir et d'entendre des choses. Donc on a pensé que c'était ça, plus le côté, séparé du monde. Le dormeur en sommeil paradoxal est paralysé, mais il est aussi sourd-muet aveugle. C'est-à-dire que les informations qui arrivent par ses yeux, les yeux sont fermés, mais on peut percevoir la lumière à travers les paupières, par ses oreilles ou quand on le touche, mettent beaucoup plus de temps à arriver au cerveau et à être interprétées. Elles arrivent puisqu'il faut qu'on soit réveillable, mais avec plus de lenteur que dans les autres phases. Donc il est un petit peu
hors du temps, dans une espèce de sphère interne dont il est plus protégé en fait de l'extérieur et probablement plus libre à ce moment-là de faire des choses complexes. Après, ce qu'on sait depuis très peu de temps, puisque c'est paru il y a 2 mois, c'est que l'expérience de rêve, le fait de savoir que j'ai rêvé, active la même région cérébrale en sommeil paradoxal et en sommeil lent, ce que l'équipe d'autonomie a appelé la hot zone. C'est une région assez postérieure dans le cerveau, lobe pariétal et lobe visuel, donc plutôt les sensations et les images, et ça s'active de la même manière en sommeil lent et en sommeil paradoxal quand il y a un souvenir de rêve, et quand il n'y a pas de souvenir de rêve, c'était pas activé. Donc ça n'a pas l'air d'être quelque chose de continu à l'intérieur du sommeil, le rêve. Alors, vous avez cette particularité, quand on parle de rêve, on pense bien entendu tout de suite à l'utilisation, quand on fait les psychanalystes. Vous avez dans votre discipline, vous chosifiez les rêves, en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est que chosifier le rêve? Alors, jusque-là, et depuis 2000 ans, on profitait du rêve par le récit des personnes. Il y a énormément de choses dans les récits, c'est très riche, mais c'est limité par le fait que c'est un souvenir, donc on n'a pas toujours de souvenir, et puis qu'on ne sait pas dans quelle mesure c'est pas scénarisé, changé, modifié en fonction de ce qu'on a envie de dire, de ce qu'on a voulu oublier, est-ce que c'est assez proche de la source ou pas. Et notre particularité dans notre laboratoire, c'est d'aller chercher la source, ce qui se passe pendant le sommeil, pas ce qu'on raconte après avec toutes les limites du souvenir, de la censure, etc. Et le fait d'avoir créé des laboratoires de sommeil où on regarde les gens dormir avec vraiment beaucoup d'intérêt et de gentillesse. Il n'y a pas de jugement, on est médecin, on est scientifique. Mais on s'est aperçu que dans leur sommeil, beaucoup de gens extériorisaient des choses. Alors certains les extériorisent bruyamment et ils viennent nous voir pour ça, c'est-à-dire qu'ils donnent des coups de poing, ils crient, ils parlent, et ça peut gêner le conjoint, voire les blesser eux-mêmes. Et ceux-là, c'est des patients et on les soigne. Mais en regardant même des personnes sans aucun problème dormir, on s'aperçoit qu'il y a des expressions sur le visage du dormeur, que beaucoup de gens parlent et disent des choses dans leur sommeil, et donc traduisent sur leur corps une partie de leur contenu onirique. Alors on ne voit pas le protagoniste, on ne voit pas la scène, on voit juste que joue le dormeur, le rêveur dans la scène onirique. Mais c'est déjà d'une richesse incroyable et personne n'a regardé ça parce qu'il faut éclairer la nuit, il faut mettre des lampes infrarouges, il faut mettre des caméras, il faut enregistrer beaucoup de gens, donc on a 10 lits toutes les nuits, tout le temps, pour arriver à capter de temps en temps cette petite pierre précieuse qui est la chosification du rêve. Mais quand vous voyez une personne qui parle, forcément ce qu'elle dit a un lien avec ce à quoi elle est en train de rêver. Et ne serait-ce que savoir si ce qu'elle dit est sémantiquement correct, et qu'est-ce qu'elle dit. On s'est aperçu que les gens disaient, c'était très négatif, disaient beaucoup non, non est le mot le plus prononcé la nuit. C'était volontiers insultant, injurieux. Non et putain. Et putain plutôt chez les hommes que chez les femmes. Voilà, ouais. Les hommes parlent plus la nuit que les femmes, ouais. Les gens se lâchent plus. Clairement, c'est un langage un peu plus désinhibé. Alors justement, quelles sont les fonctions du rêve? Est-ce que c'est seulement pouvoir dire en pleine nuit sans que personne nous voit, à part vous, des gros mots? C'est pas seulement ça la fonction du rêve. Oh non. D'abord, c'est multiple. C'est multiple. C'est difficile de dissocier les fonctions du rêve des fonctions du sommeil, puisque c'est vraiment enchâssé dans le sommeil. Et donc, si on reprend les fonctions du sommeil et qu'on les applique au rêve, la fonction de mémorisation est une des grandes fonctions du sommeil. On sait 20% de choses de plus après avoir dormi dessus qu'après avoir veillé dessus. Et donc, il faut vraiment apprendre les cours le soir. Donc, ce n'est pas un mythe. C'est pas un mythe de parents pour éviter les jeux vidéo. Non, on apprend mieux. On apprend mieux. Et ce qu'on a fait d'ailleurs assez proche du coucher va beaucoup influencer le contenu mental nocturne. Donc, important de ne pas regarder des films effroyables avant de dormir parce que ça va contaminer le contenu mental nocturne. Donc les rêves reprennent beaucoup d'informations de la journée, anodines ou importantes, et les recombinent différemment. Il y a une espèce de tissage qui intéresse tout le monde pour comprendre comment il fait. Mais pendant ce temps-là, le cerveau a un dialogue intérieur entre des régions de mémoire immédiates et des régions de mémoire à long terme, et il est en train de passer dans le disque dur, en fait, pour garder les choses importantes. Ça, c'est la première fonction, et elle est plutôt bien connue pour le sommeil, et elle commence à être connue pour le rêve grâce à certaines manips auxquelles on a participé. Les autres fonctions sont aussi autour des émotions, de la gestion des émotions. On sait que
quand on se couche avec des émotions désagréables ou un certain désespoir, on se lève plus souvent plus heureux, mieux dans sa peau, sauf quand on est en pleine dépression. C'est même d'ailleurs un des signes de dépression, d'être triste dès le matin. Et on pense que ça se passe pendant le sommeil parce que les régions émotionnelles sont extrêmement activées, en particulier en sommeil paradoxal, et qu'elles semblent transférer aussi, rejouer des choses différemment, parce que si on rejouait exactement la scène avec les mêmes émotions négatives, il est probable que ça nous réveillerait, mais en les atténuant, en les changeant, et le lendemain matin, la région des émotions est remise au repos, en quelque sorte. C'est l'amygdale, exactement, et elle est resensibilisée, désensibilisée, et à nouveau prête à digérer d'autres émotions. L'amygdale, on se met d'accord, c'est une partie du cerveau, et c'est non pas l'amygdale de la gorge, c'est l'amygdale l'amygdale du cerveau. Donc, autre fonction sur laquelle on a travaillé, c'est l'empathie, la capacité à se mettre à la place des autres. On peut être quelqu'un d'autre dans nos rêves, on peut être le héros du film qu'on a vu avant de dormir, une femme peut être un homme. Alors nous, on ne pense pas que c'est de l'homosexualité cachée, on pense qu'on a la capacité, comme le pensaient les Freudiens, on pense qu'on a la capacité de se mettre à la place des autres. Et on le sait dans la journée, puisqu'on a des cellules nerveuses qui s'activent quand quelqu'un d'autre fait un geste dans la même région que le geste chez nous, ce qu'on appelle les neurones miroirs. Cette capacité, et donc elle a l'air d'être réactivée pendant le sommeil, puisqu'on recueille des rêves où la personne est à la place de l'autre. Alors évidemment, on l'a vu de façon très très démonstrative chez les paraplégiques qui sont capables de marcher. À ce sujet, vous rapportez quelque chose dans cette conférence, qu'on peut d'ailleurs voir sur Internet, qui a été donnée ici même à l'ICM au mois de mai dernier. Vous rapportez cette expérience incroyable de paraplégique de naissance, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la souvenance d'avoir marché et qui rêve qu'il danse même. Alors est-ce que vous pouvez la rapporter, oui, cette expérience ? Oui, bien sûr. Alors évidemment, pendant 6 semaines, on a recueilli du carnet de rêve, et puis chez ceux qui avaient du mal à utiliser leurs mains, des dictaphones, pour avoir le contenu de rêve de personnes paraplégiques de naissance, de personnes qui ont été blessées au niveau de la moelle à 20 ans, 30 ans, des accidents, et puis de personnes qui marchent normalement dans la journée, qui ne sont pas blessées. Évidemment, on n'a pas dit ce qu'on cherchait, parce que si on dit ce qu'on cherchait, on peut manipuler le rêveur, ça vous l'expliquez très bien. Les personnes amènent exactement ce que le thérapeute veut ou ce que l'investigateur veut. C'est le fameux biais d'intérêt dont il faut vraiment se protéger en science. C'est un biais très important. On a tous envie de trouver ce qu'on cherche. Et donc, on a trouvé que tout le monde marchait en rêve. Il y a 20% des rêves où il y a de la marche, l'utilisation des jambes. Mais tout le monde, y compris ceux qui n'ont jamais marché de leur vie. Et on s'est dit, peut-être qu'on a un système de marche, on en a un d'ailleurs dans la tête, qui est prêt, qui se développe chez le bébé et qui se réactiverait pendant ces phases. Et en fait, on s'est aperçu que les gens dansaient, nageaient, faisaient des choses, jouaient du basket, des choses qui ne peuvent pas être déjà dans le programme génétique, puisque c'est des fonctions acquises. Et donc, on pense que les personnes paraplégiques voient les autres marcher et sont capables de se mettre à la place des marcheurs et de marcher, de se reprojeter eux-mêmes comme marchant en rêve. Ils ont des rêves en fauteuil roulant aussi, mais beaucoup moins. Et peut-être que c'est important, si un jour on arrive à les faire marcher pour de vrai, à rabouter, il y aura déjà l'entraînement. Vous voyez, c'est ça un petit peu l'idée qu'il y a derrière les neurones miroirs. Capacité à se mettre à la place des autres, entraînement, ça a un rôle social important de pouvoir se mettre à la place des autres. La quatrième fonction qui est vraiment importante, c'est la simulation de la menace, qui a été théorisée par Revonsuo, qui est un chercheur finlandais, sur la base du fait que 70-80% de nos rêves sont plutôt négatifs, pas forcément avec des bêtes féroces qui nous attaquent, mais une mise en scène de notre quotidien plus désagréable, plus dramatisée. Le chauffeur de taxi ne trouve pas les routes ou n'arrive plus à lire un plan, le médecin ne trouve plus ses ordonnances, l'étudiant rate ses examens. Et il a suggéré que ce soit une fonction qui a été gardée par l'évolution, dans la mesure où si on est entraîné à simuler des menaces, et Dieu sait qu'on simule en rêve, c'est vraiment un espace 3D, et en plus on y croit, puis on a l'émotion. C'est pas juste je vais faire l'exercice mental de qu'est-ce que je fais si je suis attaqué dans le métro. Je suis attaqué dans le métro, et je le revis, et je le sens dans mon corps. Et là, je vais avoir une réponse que j'espère adapter. Et Revonsuo pense que si on est bien entraîné en rêve, on va le faire plus vite et mieux dans la journée, et donc avoir mieux survécu. Et il a développé mieux sa théorie en disant c'est pas juste des menaces de mort, le plafond qui s'écroule, tout ce qu'on voit dans les cauchemars, le tsunami qui arrive sur les personnes, mais c'est aussi l'exclusion d'un groupe,
le fait de ne pas arriver à faire son job et donc de ne pas arriver à gagner sa vie. Et il dit, il faut se rappeler qu'on vient de la préhistoire, hein, et qu'être exclu d'un groupe à la préhistoire, c'est mourir. Donc très jolie idée darwinienne sur pourquoi les rêves sont aussi négatifs chez nous tous. Vous parlez de rêve, vous ne parlez pas de cauchemar. Alors, est-ce à dire qu'il y a rêve négatif et que cauchemar, en fait, c'est un mot qui a été inventé? On distingue, on est précis sur les termes en science, vous pensez bien. On distingue un rêve d'un cauchemar par le fait que ça réveille ou pas. Un rêve peut être très désagréable, mais ne pas réveiller la personne, et elle s'en souvient le lendemain matin. Par contre, si ça réveille la personne, on considère que c'est un cauchemar. Et au-delà de ça, tout le monde peut faire des cauchemars. Ça devient vraiment maladif quand la personne reste mal toute la journée, que ça envahit leur quotidien, qu'elles ont du mal à se rendormir, que c'est récurrent, que ça revient, hein, et qu'elles en souffrent. À partir du moment où quelqu'un en souffre, là, il faut consulter effectivement. Et la vraie question, c'est est-ce qu'il faut consulter plutôt du côté de la psychiatrie, de la neurologie, ou moi j'ai envie de dire de la médecine du sommeil, puisqu'on est neurologue, psychiatre, on a plein d'origines dans la médecine du sommeil. Il y a une forme d'interdisciplinarité, c'est ça que vous voulez dire quand... Il y a plus que ça, oui, pneumologue, oui, on est vraiment psychologue, c'est une médecine très holistique, hein, forcément. Et pendant longtemps, on a pensé que les cauchemars, c'était parce que les gens avaient vécu des traumatismes et les revivaient. On sait maintenant qu'une grande partie des cauchemars, c'est aussi des maladies neurologiques. Et il y a plus classique que tout le monde connaît, c'est les terreurs nocturnes. Ces personnes qui, 1 heure ou une demi-heure après le coucher, hurlent dans leur lit. Les petits font beaucoup ça, mais 2% des adultes le font. Ils s'assoient sur le lit, ils regardent autour, ils ont peur, ils crient, certains fuient du lit. Quand ils ont un petit souvenir, c'est généralement désagréable. Le plafond s'est écroulé, ils vont être noyés, ils sont enterrés vivants. Ils ont raison de quitter le lit. Hein. Forme d'archétype aussi, malgré tout. Là, on retrouve quelque chose de très archétypal. Oui, c'est les grandes menaces. Hein, voilà. Et cela, donc les terreurs nocturnes, c'est une forme particulière de somnambulisme qu'on traite de différentes manières, qui est très héritée. Il y a une forme très transmise en fait de parents à enfants, frères, sœurs. C'est les mêmes qui parlent en dormant, c'est les mêmes qui se lèvent. Et puis il y a une forme qui n'était pas là dans l'enfance et qui apparaît vers 50 ans, 70 ans, où des personnes se mettent à crier la nuit, à se débattre dans leur sommeil, à cogner, parfois le conjoint qui prend un œil au beurre noir, parfois tomber du lit. Ils ont les yeux fermés, ils ne se lèvent pas, hein. Ils peuvent bondir hors du lit, mais ils ne se lèvent pas. Et là, il faut vraiment venir voir les gens de la médecine du sommeil et les neurologues, parce qu'on s'est aperçu que ces cauchemars agités surviennent dans la phase de sommeil paradoxal. Le verrou qui nous paralyse, nous, dans cette phase-là, ne fonctionne plus. Et ce verrou, s'il est touché, il est touché par un processus dégénératif, c'est-à-dire il y a des cellules qui sont en train de mourir. Et on s'est aperçu que quelques années après, 5-7 ans après, la moitié avait développé une maladie de Parkinson, ou une maladie neurodégénérative. Donc on est dans d'abord la problématique d'empêcher les blessures, parce que c'est vraiment... ils cognent, hein, ils font mal aux autres, on a des fractures, on a des hématomes, on a des choses graves, et donc ça il faut les empêcher, et on a ce qu'il faut pour les empêcher, mais il faut aussi les surveiller comme du lait sur le feu. Et à l'ICM, on a plusieurs protocoles dans ce sens-là, pour suivre les personnes, aller regarder avec des IRM très spéciales, est-ce qu'il y a déjà des signes d'autres atteintes, et puis leur proposer le plus tôt possible les essais de neuroprotection qui commencent à arriver pour éviter ce développement-là. C'est-à-dire études de maladies du sommeil qui vont l'ensemble avec tout ce qui est médecine prédictive. On parle beaucoup en ce moment de médecine des 4P, et entre autres cette médecine des prédictives. Oui, parce que les gens ne consultent pas forcément pour ça, ils consultent quand ils se blessent. Oui, ils consultent parce qu'ils dorment mal en fait, mais ils n'imaginent pas que derrière ça, il y a peut-être déjà des lésions. Exactement, ça, ils ne pensent pas que ça puisse être annonciateur de quelque chose. Et ils consultent parfois chez des psychiatres ou des psychanalystes qui n'ont aucune idée de ce que c'est, parce que ce n'est pas très connu encore. Ils vont passer 2-3 ans pour rien sur le divan, alors qu'il faut qu'ils viennent rapidement, et puis on les traite. On a des très bons traitements qui ne sont pas dangereux. Et puis surtout, on peut essayer, là, ça y est, il faut essayer de les protéger. On commence à avoir des protocoles de protection. Vous parliez de ce verrou, il est très important. Hein. Ce verrou, c'est le mot que vous employez. Hein. Heureusement qu'on a un verrou, parce que quand on voit ce qu'ils font, heureusement qu'on bouge pas. Eux pensent toujours que c'est parce que c'est des cauchemars, mais ils extériorisent le reste aussi. Ils rigolent, ils parlent, etc. Mais ça les blesse moins, c'est juste ça. La dysfonction de base, c'est le verrou, c'est pas le cauchemar. Avant de prendre des questions de nos internautes, s'il y en a, dites-moi, est-ce qu'on peut envisager, par exemple, quelque chose qui sortirait du roman,
Mais imaginons un crime nocturne, un meurtre nocturne. Quelqu'un se lève dans un état, il dort, il se lève, il tue quelqu'un, d'accord? Et il se recouche et au réveil, il a... Bon. Est-ce qu'on peut envisager que vous soyez consulté dans le cadre de la médecine légale ou dans le cadre de procédés de processus de justice? Est-ce que ça peut se passer? Oui, et on l'est. Et vous l'êtes? On l'est, malheureusement, on l'est. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de prévention, hein, parce qu'il vaut mieux qu'on ne soit pas prévenu, qu'on ne soit pas à juger ou s'apiter sur des cas de meurtre ou de blessures graves ou des attaques sexuelles nocturnes sur quelqu'un. Oui, il y a des somnambules qui sont tout à fait capables de se lever et de faire des gestes violents ou de violer une personne qui est dans leur lit. Donc dans ce cas-là, on a évidemment un rôle de savoir si c'est vrai ou pas, parce que vous pensez bien que pour disculper quelqu'un qui est un authentique pervers ou un vrai meurtrier, il faut qu'on ait des outils assez puissants. C'est notre boulot, mais oui, c'est possible, c'est heureusement très rare. C'est heureusement très rare. Et j'imagine qu'en cette période où on parle beaucoup de ce sujet de harcèlement sexuel et de viol, avec ce hashtag qui est très en vue depuis 2 semaines, voilà, balance ton pas. J'imagine qu'il faut vraiment prendre des pincettes parce qu'il faut vraiment établir la véracité du somnambulisme, du trouble du sommeil. Bien sûr, et on le fait, c'est notre boulot. Par contre, là où c'est important, c'est la prévention. Je pense que si une femme, une jeune fille est abordée par son conjoint habituel pendant son sommeil et qu'il ronfle en même temps, il faut qu'elle le prévienne. D'accord. Qu'il a une sexomie, c'est-à-dire un comportement sexuel pendant son sommeil, parce que les hommes ne le savent pas. Ils sont très embêtés, pour en voir beaucoup, avant que ça passe dans des cas médico-légaux. Les hommes sont très embêtés de faire ça dans leur sommeil. Vous savez, tout le monde préfère avoir le contrôle sur ce qu'on fait. Et vous pensez, les pères de famille, le problème que ça leur pose si les enfants viennent dormir dans le lit. On a beaucoup de détresse. Donc c'est important que les femmes signalent à leur conjoint qu'ils ont des comportements libidineux quand ils ne s'en souviennent pas, hein, ou qu'ils ont ronflé en même temps, pour qu'ils prennent un certain nombre de précautions, comme de ne pas dormir en collectivité. Je pense au mariage avec tous les cousins-cousines qui dorment ensemble, où là, nous, on a des drames qu'on récupère après. Voilà. Est-ce que la nuit est un moment béni pour justement rêver beaucoup de sexe? De quoi rêvons-nous en réalité? Alors, curieusement, on ne rêve pas beaucoup de sexe. C'est étonnant, hein. En tout cas, moins que Freud pensait. Ça a été vu sur les grandes banques de rêves, hein, où il y a plus de 10 000 rêves maintenant. Le pourcentage de rêves sexuels sur l'ensemble des rêves est de 2% chez les hommes et 0,5% chez les femmes, donc c'est pas beaucoup. Et c'est tout à fait explicite, il n'y a pas de problème. Alors il y en a qui font mentir les statistiques, bien sûr, mais en moyenne, ça n'a pas l'air d'être là que ça se passe le plus. Pourtant, il y a une érection en sommeil paradoxal. Hein, chez les hommes et chez les femmes, ou seulement chez les hommes? Chez les femmes aussi, il y a une érection clitoridienne, il y a des mouvements de l'utérus. Donc on pense aussi que ça sert à faire marcher, parce que sans reproduction, l'humanité s'éteindrait. Il faut se rappeler que tout marche bien dans ce temps-là. Voilà. Une question pour vous, Isabelle Arnulf. La paralysie du sommeil, est-ce bien un état d'éveil pendant le sommeil paradoxal? Oui, alors la paralysie du sommeil survient à l'entrée ou à la sortie du sommeil, généralement paradoxale, mais pas toujours. Elle correspond, c'est une expérience très désagréable, hein, à l'impression de ne pas pouvoir bouger tout en étant conscient. C'est vraiment aux bordures du sommeil, des deux côtés, en s'endormant ou en se réveillant. Et si c'est un peu prolongé, donc il y a aussi une paralysie des muscles de la cage thoracique, pas du diaphragme, il faut savoir qu'on respire quand même, mais on a une sensation de pression sur la poitrine qui peut s'accompagner, si la paralysie est un peu longue, de sensations extérieures qui sont des bouts de rêve, des fragments de rêve. Sensation d'intrus, de personnes autour du lit, de personnes qui allongées sur vous ou assises sur vous, un diable, donc des choses très oniriques en fait, et très désagréables. Je connais personne qui a des paralysies du sommeil agréables. Certaines paralysies du sommeil vraiment marquées peuvent se suivre par le fait que la personne a l'impression de sortir de son corps et de flotter au-dessus. Alors, on n'est pas dans des trucs tibétains. On ne parle pas d'état de conscience modifié là ? Si, de toute manière, les paralysies du sommeil, comme les hallucinations en s'endormant, comme tout ce qu'on a parlé, le somnambulisme, etc., c'est des états veille-sommeil modifiés, tout à fait, où il y a des parties du cerveau réveillées, des parties endormies. Alors, en conseil, je dirais aux personnes, évitez de dormir sur le dos. On en a plus sur le dos des paralysies du sommeil, et on en a plus quand on est fatigué, parce qu'on rentre plus facilement dans ces phases de sommeil. On explique là pourquoi on a
plus de paralysie du sommeil quand on est justement sur le dos? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, on n'a pas d'explication pour ce phénomène-là. Par contre, pour le manque de sommeil, oui, parce que plus on manque de sommeil, plus on atteint rapidement la phase paradoxale. Ouais. Il faut savoir quand on le ressent, si on a le temps de réaliser que c'est ça, parce que ça peut durer 7-8 minutes quand même, il faut essayer de fragmenter de la paralysie. C'est comme si on était plâtré, en bougeant les orteils et les bouts des doigts. Et la seule chose qu'on peut vraiment bouger facilement, c'est les yeux sous les paupières, pour essayer de fragmenter. Mais c'est désagréable, c'est vrai. Et quand c'est très très gênant, très récurrent, on a des traitements. Voilà. Vous avez beaucoup de patients et patientes qui souffrent de paralysie du sommeil? C'est fréquent dans la population générale. Et est-ce qu'il y a un sexe a priori concerné davantage par la paralysie du sommeil, une catégorie socio-professionnelle? Non, c'est vraiment quelque chose. Ouais. Et quand on rêve pas, comment ça se passe? Quand on rêve pas, quand on dit qu'on n'a pas de rêve? C'est pas grave. D'abord, ceux qui rêvent pas ont la même mémoire que les autres, c'est important. Ensuite, ils ont le même sommeil que les autres, y compris paradoxal. Et quand on les réveille en sommeil paradoxal, ils ne se rappellent de rien. Ce qu'on sait depuis peu, c'est qu'ils rêvent quand même. Alors comment le savoir s'ils ne s'en souviennent pas? Eh bien, on a pris ces personnes-là qui extériorisent leurs rêves en sommeil paradoxal. Et sur l'ensemble des 400 qui sont venus dans le service, on en a trouvé des 8 non-rêveurs. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un rêve quand on en parle avec eux. Et on a des comportements, mon Dieu, mais il y en a qui combattent, il y en a qui parlent. Enfin, bon. Ils ont en tout cas une extériorisation de rêve. Ça veut dire que tout le monde rêve, mais tout le monde ne s'en souvient pas. On s'en doutait, mais en tout cas, c'est pas pathologique. C'est pas pathologique. Merci beaucoup Isabelle Arneux. Merci pour cette demi-heure charmante autour du rêve. Merci à l'ICM et à bientôt. Bientôt, c'est quand? C'est le 14 novembre. Alors c'est drôle parce que, c'est drôle sans l'être. Vous disiez tout à l'heure, vous parliez de la dépression et vous disiez que s'endormir sur des émotions très négatives ou du chagrin, finalement, parfois ça nous permettait, si j'ai bien compris, parce que je peux avoir mal compris, mais de purger l'émotion négative, et sauf dans le cas de gens qui souffrent de dépression, et qui, un des symptômes premiers de la dépression, c'est justement de se réveiller le matin aussi déprimé que la veille. Et triste le matin. Et triste, la tristesse. Nous en parlerons avec Philippe Fossati le 14 novembre, ici même. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi. À bientôt.